C'est vendredi que ça va s'annoncer. C'était-tu prévu ou... Puis on pourrait dire qu'il y a une parité, c'est quoi l'expression? Une zone de parité. Allô, allô? Allô, allô? Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous aujourd'hui dans le congrès de l'ACFAS. On est ici pour un panel qui s'appelle « Le Conseil scientifique à l'ère des populismes et de la polarisation, le cas des changements climatiques ». C'est un panel qui est présenté par le Comité consultatif sur les changements climatiques, qu'on appelle souvent simplement le comité pendant ce panel, qui a pour un mandat qui est très clair, conseiller le ministre responsable, ou la ministre dans le cas actuel, de la lutte contre les changements climatiques, autant sur l'adaptation que sur la réduction des gaz à effet de serre. Concrètement, ce que le comité fait, c'est qu'il produit des avis et des recommandations qui viennent nourrir les décisions politiques, de politique publique pour accélérer la transition socio-écologique. Et donc, le cœur de son travail, c'est vraiment faire en sorte que la science occupe enfin la place qui lui revient dans la gestion de la crise climatique à tous les niveaux de la société québécoise. Donc, c'est vraiment dans ce cadre qu'on est réunis aujourd'hui. On a à peu près, on a des intervenants très intéressants qui viennent de tout le processus décisionnel politique ici. Je vais les présenter rapidement. Moi, c'est Alex Walsh, je travaille pour Copticum, Stratégie et Relations publiques. Je vais en dire quelques mots un peu plus tard, mais d'abord, je vais vous présenter les fantastiques panélistes qu'on a avec nous. Donc, Alan Webster, qui est ici, professeur titulaire au département d'économie, professeur d'économie et de l'environnement, et qui est le président du comité consultatif sur les changements climatiques. On a Stephen Guilbeault, qui est député, je vais juste m'assurer, député Laurier-Sainte-Marie, c'est ça, Parti libéral du Canada, ancien ministre de l'Environnement. On a après, et ancien membre du comité aussi, à une certaine époque. C'est un autre comité. On a aussi... On en parlait tantôt, Eric, pour en dire un mot. Oui, j'ai 6 panélistes, donc je vais vraiment essayer de bien modérer la discussion. On a aussi Karine Gagnon, qui est chroniqueuse aux affaires municipales au Journal de Québec. On a Annie Lavasseur, qui est membre du comité aussi, et professeure en génie de la construction et à l'ETS. Et Éric Théroux, ici, qui est ancien sous-ministre adjoint pour le ministère de l'Environnement, dans le fond, au Québec. Et après, enfin, qui est actuellement professeur à l'ENAP et qui fait plein de choses dans l'administration publique. Donc, et sous-ministre adjoint au MRI, puis aussi mon ancien collègue. Donc, puis après, finalement, on a Jean Lemire qui est émissaire. On a Jean Lemire qui est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques, un scientifique qui est devenu diplomate, qui représente le gouvernement du Québec dans beaucoup d'événements, d'activités internationales, dont les COP, Santa Marta, la semaine passée. Je pense que vous avez représenté le Québec à cet endroit-là. Puis, donc voilà, comme je vous ai dit, des panélistes assez intéressants qui pourront nous parler du conseil scientifique à l'ère du populisme et de la désinformation, la polarisation, le cas des changements climatiques. Donc, avant de commencer, je voulais quand même faire une petite introduction, une petite mise en contexte. Donc, je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, ça me trouble depuis quand même un bout de temps. Puis je pense que, j'imagine qu'il y a quelque chose, cette chose-là que je vais vous nommer, vous travaille aussi. Mais on vit un moment où le consensus sur le climat, le consensus scientifique sur le climat est plus solide qu'il n'a jamais été. Donc on est dans le 6e cycle du GIEC, les modèles scientifiques convergent, on a les données d'observation, on les voit à tous les jours, tous les étés, feux de forêt, des inondations. Les solutions existent aussi, pour s'attaquer à cette question-là, mais en même temps,
on n'a pas le choix de reconnaître qu'on assiste à un recul au niveau des politiques climatiques à peu près partout en Occident. Donc on a des partis qui font campagne contre la transition climatique, qui gagnent. On a une opinion publique qui est fragilisée, qui décroche, qui se fatigue aussi. Au Canada, par exemple, on a vu la taxe carbone devenir un slogan de campagne, puis ensuite devenir une politique abandonnée. Au Québec, on a des cibles qui prennent du retard. On parle aussi de rouvrir potentiellement l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois, chose qui n'est pas encore faite, mais qui se discute. Je pense que dans l'idéal, ces deux dynamiques, en fait, la décision publique, la prise de décision et le consensus scientifique, se devrait, je pense qu'on souhaite que naturellement ça aille ensemble. Que plus la science est rigoureuse, plus elle est solide, que la prise de ces décisions se fait en fonction de cela. Mais cette relation, je pense qu'on peut tous le reconnaître ici, que cette relation, cette dynamique demeure assez imparfaite et que ce décalage n'est pas nouveau non plus. Il n'a jamais été acquis. Je pense que les décisions publiques suivent automatiquement les consensus scientifiques parce que les choix collectifs qu'on fait, puis qu'on est appelé à faire, sont traversés par des contraintes, des intérêts, des perceptions, des arbitrages, des réseaux sociaux, des filtres d'Instagram, par exemple aussi, qui dépassent en fait seul le registre de la preuve. Et donc, c'est l'enjeu qu'on a envie on a envie de parler de ça aujourd'hui, je pense, avec ces différentes personnes, pour mieux comprendre les conditions qui permettent à cette science d'être entendue, comprise, appropriée et traitée en action. Donc, cela conduit à une question que je pense est assez exigeante. Si la science seule ne suffit pas à faire évoluer les décisions et les comportements collectifs, que faut-il lui adjoindre? Et est-ce qu'on a le temps et l'expertise pour le faire? Donc moi, je pense que oui. Et je vais vous dire, j'anime ce panel avec une casquette assez particulière. Je travaille chez Copticom Stratégie et Relations publiques, donc une firme affaires publiques, stratégie. Donc j'anime aussi la communauté de pratique en communication climatique et rassemble des communicateurs climatiques partout au Québec. Puis donc moi, je passe mes journées à l'interface en fait de ces questions-là, des gens comme les personnes qui sont ici à la table, tout le processus décisionnel. Donc la société, le grand public, les scientifiques, les gens en position de prendre des décisions. Donc moi je vois le problème souvent des logiques qui s'opèrent de façon différente. Et donc voilà, parce que je pense que la culture précède toujours la politique aussi. Donc, il y a beaucoup de questions qui rentrent en jeu, puis on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Les différentes logiques qui font en sorte que la prise de décision ne se fait pas exactement en lien avec les connaissances scientifiques. On va aussi essayer de parler de polarisation, de désinformation, de populisme qui monte, et peut-être aussi de rapports de force qui se font parce que je pense qu'il y a aussi des acteurs qui ont compris qu'il y a une valeur économique à faire des reculs sur le climat. Donc, je veux le nommer aussi. Donc, pour commencer, dernière chose, en fait, que je veux vraiment nommer pour colorer la discussion, c'est que le climat est forcément pas le même. On n'est pas à la même popularité, je dirais, qu'on a été il y a 5 ans. En 2019, par exemple, quand on a eu un demi-million de personnes dans la rue à Montréal qui se battaient pour avoir des politiques. Puis je pense que la science aussi climatique est l'enjeu. Tout simplement, doit aujourd'hui se battre pour exister, parce que la tension est devenue une ressource qui est assez rare. Puis je pense qu'on va essayer de comprendre comment on peut se battre pour cette ressource-là. Donc, je vais commencer avec les questions maintenant. Merci de m'avoir écouté pendant un petit bout. Merci à vous aussi, personnes hyper qualifiées, de m'avoir écouté. Je vais commencer avec une première question qui vise à parler des tensions entre les différents secteurs de la société qui agissent pour le climat, la science, la politique
et le grand public, je vais m'adresser à vous, Alain. En tant que président du comité, vous produisez des avis que le gouvernement peut suivre, qu'il peut ignorer, qu'il peut suivre à moitié, par exemple. Donc vous êtes à l'interface entre la production scientifique et la prise de décision publique, et vous vivez ces enjeux avec votre comité. J'aimerais qu'on commence par parler des tensions que peut-être vous constatez dans ces discussions-là, dans la production de l'avis, quand vous remettez un avis au ministère, à la ministère de l'Environnement, les tensions qu'il y a. Est-ce que ma question est claire pour vous? Oui. Mais je ferais moi aussi une petite intro là, générale, mais il n'y a pas de raison que ça soit simple, ce dossier. Juste se rappeler le commentaire du secrétaire général des Nations Unies, cette question de transition climatique, c'est l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Fait que c'est facile à en parler éventuellement dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand on arrive vraiment à la prise de décision, c'est là qu'on voit le clivage entre certains qui gagnent et d'autres qui perdent. Et ceux qui perdent, on les entend beaucoup ces temps-ci. Ou ceux qui voudraient gagner plus, on les entend beaucoup. Fait que c'est clair que ce débat, il est difficile. Difficile à comprendre, parce qu'on n'a jamais fait ça. On n'a jamais réussi à remplacer une énergie fossile par une autre. On en rajoute tout le temps. Là, il faut sortir complètement du fossile. Donc, c'est compliqué, surtout au Canada, 4e, 5e producteur mondial de pétrole. Fait que cette tendance, elle est très difficile ici actuellement et elle percole à l'échelle de chacune des provinces, à l'échelle des municipalités. Fait que cet enjeu n'est pas simple. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, il y avait beaucoup plus de monde dans une manifestation à Montréal sur ces enjeux climatiques. Mais il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de ça ensemble chez Équiterre, on avait l'air d'une gang d'écolos qui parlait d'environnement. Et maintenant, on comprend très bien que ces enjeux, c'est à la fois des enjeux environnementaux, économiques, sociaux. Fait qu'on les comprend mieux, ces défis. On sait beaucoup mieux intégrer. Fait que je suis un peu plus optimiste, là. Les vents de face, actuellement, sont très, très forts. C'est l'arrivée, évidemment, de ce personnage étrange qui a, en plus, un poste de président américain, qui déconstruit l'ensemble de cette architecture, mais c'est pas vrai qu'il se passe rien, et c'est pas vrai qu'on n'a rien fait non plus. Il y a à peine quelques semaines en Europe, malgré les tensions entre la droite et la gauche, et beaucoup de droite en Europe, on a quand même fait consensus sur des cibles de 90% de réduction dès 2040. La Californie, étant membre, a quand même adopté une cible de carboneutralité dans moins de 20 ans, en 2045. Fait qu'il se passe encore des choses intéressantes, mais c'est vrai que le message présentement, l'actualité, c'est les enjeux, bien sûr, d'abordabilité, de coûts. Et c'est normal. Pour les décideurs, là, je suis pris, tu l'as bien dit en introduction, je suis pris à faire un ensemble de choix en intégrant plusieurs dimensions de façon systématique. Nous, on ramène cette question climatique en se disant, d'abord, dans votre prise de décision, qui dans énormément de ces décisions, je me regarde une petite gêne, je ne dis pas tous, mais presque tous, a une conséquence et des liens avec le volet climatique en matière de réduction, d'adaptation. Il faut absolument intégrer cette dimension scientifique pour appuyer cette prise de décision et comprendre l'ensemble des conséquences de nos décisions ou de nos inactions. Fait qu'on pousse pour plus de science. Et en même temps, on s'est dit collectivement dans ce petit comité consultatif, petite équipe, 13 membres, petit secrétariat, 5-6 personnes, il ne faut pas seulement faire des avis et parler avec la ministre ou le ministre, et parfois c'est reçu mieux que d'autres, mais il faut aussi ramener ce débat dans l'espace public, ramener ces enjeux collectivement, ramener l'aspect faisable et positif de cette transition, changer les récits. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un plan stratégique et qu'on s'est dit il faut intégrer un ensemble d'activités qui vont au-delà de produire un avis, d'où l'idée de faire ce genre de discussion. Comment mieux intégrer cette question climatique dans la prise de décision? Est-ce qu'il y a de la tension?
pas sur une base personnelle, hein, c'est pas... parce que si un ministre le voudrait plus, vous connaissez mieux la mécanique gouvernementale que moi, on pourrait tout simplement changer la loi et faire disparaître ce genre d'affaires-là. Fait qu'on a accepté l'idée qu'à l'échelle internationale, des structures indépendantes font ce type de réflexion. Éric en parlera tantôt, là, c'est un modèle anglais repris par beaucoup d'États européens. Comment on ramène le regard scientifique indépendant comme analyse de l'ensemble de la prise de décision. Parfois, c'est reçu correctement. Parfois, comme les débats qu'on a eus sur la cible climatique, le moins qu'on peut se dire, c'est que ça ne suit pas la tendance. Où on s'était dit, il faut en faire plus et plus vite, et le résultat, c'est qu'on en fait moins et plus lentement. Donc, globalement, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans la bonne track avec l'idée de décaler la cible en 2035. C'est assez évident. Mais on essaie quand même de faire 2-3 choses. Dans certains cas, on se dit, ces politiciens doivent comprendre. On regarde à l'échelle fédérale, puis on se dit, pourtant, il comprend, mais les actions qu'on a vont à l'encontre de cette compréhension. Fait que c'est pas suffisant, la compréhension. Dans certains de ces décideurs, ils ne le connaissent pas, cet enjeu. Fait qu'il faut expliquer. Mais ensuite, le ramener dans la prise de décision, se dire à partir de cette information, comment concrètement faire des recommandations, des politiques, des stratégies qui vont permettre d'avoir une acceptabilité sociale, une acceptabilité politique, mais aussi administrative, comment ça va s'intégrer adéquatement dans la prise de décision. Ça, c'est lent et c'est frustrant dans ce débat climatique où on n'a pas grand temps, mais en même temps, ça reste, je pense, essentiel. Fait que pour mettre la table... Oui, puis j'ajouterais que, en fait, là, on parle de la communauté scientifique, la prise de décision, mais le comité a aussi ce rôle-là de partager la science à la société civile. Dans la consultation, on voyait qu'il y avait beaucoup d'organisations qui ont repris les paroles du comité dans leur mémoire, dans leur communication. Donc, il y a ce rôle-là aussi, vous jouez sur... Et ça, c'est paradoxal, parce qu'au départ, dans la loi qui crée ce comité, le mandat, c'est faire un avis, le déposer au ministre et le rendre public. Et puis, lorsqu'on a terminé notre premier mandat, on s'est demandé collectivement, on est 13 membres, donc les 7, 8, 9, je ne sais plus combien, là, qui étaient nommés au départ, on s'est dit, est-ce qu'on rebelote encore pour un deuxième mandat? Là? Ça t'occupe pendant 3-4 ans avec un niveau d'intervention différent. Là. Je dois y passer 2-3 jours, semaine, bénévolement, puis on fait, est-ce qu'on continue ça? Et donc, la question qu'on a posée au ministre était très simple. Il faut intervenir plus dans cet échange, ce dialogue pour créer ce consensus parce que cette transition ne se décrète pas par le Conseil des ministres. Ça doit être un vrai projet de société porté par à la fois le gouvernement mais par un ensemble d'acteurs. Et donc, pour faire ça, il faut un mandat plus large. Et donc, la question qu'on a posée au ministre à l'époque, c'est voulez-vous un comité minimaliste qui se contente de faire un avis très pertinent, correct, qu'il dépose et qui répond à des questions de journalistes si questions il y a, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez une vision plus ambitieuse et nous, on est dans un modèle plus ambitieux? Et le ministre nous a dit, oui, c'est ce que je préfère, allez-y. Et donc, intervenir sur l'espace public. Mais c'est clair que la discussion en commission parlementaire qui reflète ce type d'approche plus ambitieuse pour créer des consensus, ne facilite pas la prise de la décision gouvernementale, parce que ça illustre le côté non conforme à une trajectoire cohérente avec l'accord de Paris de ce type de décision. Mais on se permet de faire ça, et c'est pour ça que c'est pertinent comme regard, parce qu'il n'y a pas beaucoup, puis là, pour ceux qui font de l'administratif, corrigez-moi, mais pas beaucoup de structures gouvernementales qui peuvent se permettre de dire publiquement non, c'est pas la bonne décision, et c'est pas vers là qu'il faut s'en aller, et rester Éric, en fonction malgré tout. je te vois réagir, est-ce que... Oui, mais c'est parce que tu es bénévole. Oui, exactement. Est-ce que, Éric, toi qui as été sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, qui a participé aussi à la création de ce comité-là, si je peux le dire, les lois qui sont associées à sa gouvernance, est-ce que tu pourrais nous ouvrir un peu la boîte noire, un avis scientifique
qui est fait par les scientifiques ici sur ce panel, M. Webster, Mme Lavasseur, arrive sur ton bureau. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Merci. Donc, je dirais le premier réflexe, nous, on ne peut pas aller comme fonctionnaire, on ne peut pas aller public. On s'entend. Mais je dirais que ces avis-là scientifiques, c'est une partie importante de notre mandat d'avis de pertinence aux décideurs, aux autorités politiques. Mais ce dont ça veut dire les recommandations que vous donnez. Oui, les recommandations qu'on va donner. Mais ce que je veux aussi préciser, c'est que ça, c'est un volet, un aspect. Un avis de pertinence à l'autorité décisionnelle. Puis ça, Stephen, comme ex-ministre, pourra pouvoir aussi en parler, mais il y a plusieurs éléments pour être complet. Un avis comporte, oui, les références à l'avis scientifique sur la question. Il faut aussi s'interroger sur la conformité juridique, les enjeux budgétaires, la disponibilité budgétaire. Et même comme fonctionnaire, il faut aussi se préoccuper de l'acceptabilité sociale des propositions que l'on propose. Et je dirais, avec un peu d'initiative, je dirais que la haute fonction publique peut aussi s'organiser pour aller chercher un appui dans la société civile, parce qu'il y a parfois des recommandations que l'on peut faire comme fonctionnaire qui ne reçoivent pas une très bonne réponse du politique, mais quand on est capable d'indiquer au politique que cette voie-là aura des corroborateurs publics, ça peut changer la perception du politique. Dans ce rôle-là, et du moins dans une fonction publique de type Whitehall, la tradition britannique, nos fonctions publiques, c'est très important l'aspect du fearless advice. Donc, il faut être capable de dire aux autorités politiques, voici les faits, voici ce que dit la science. Mais il faut être aussi capable de le dire, oui, dans le respect du gouvernement démocratiquement élu, mais aussi avoir à l'esprit que le rôle de la fonction publique n'est pas juste de mettre en œuvre la volonté politique qui figure dans les programmes électoraux. Le fearless advice, c'est de donner tout et de le faire aussi dans une perspective de bien commun. Donc, et le bien commun, la perspective longue, dépasse l'échéance électorale. Et je dirais que cet aspect-là, malheureusement, on peut dire, ou peut-être qu'on s'illusionne sur la façon de procéder dans le passé, mais il y a une certaine dégradation dans la prise de position publique. Pourquoi? Parce que justement, à cause de l'élément populisme, on se retrouve dans une dynamique, et l'effet des communications 24 heures. Ça, c'est clair que ça a changé la donne de la décision gouvernementale. Mais on se retrouve dans une dynamique où, historiquement, on avait un enjeu, il y avait une discussion avec la haute fonction publique, le politique veut faire quelque chose, parfait, voici la vision, on va trouver des solutions, mais on va avoir une discussion sur comment faire les choses. Là, maintenant, on a des partis politiques qui ont des programmes électoraux qui sont élus et qui disent à la fonction publique, j'ai été élu avec tel aspect dans le programme, on va faire cela et vous allez le faire de telle façon. Donc, la discussion sur les moyens, cet espace de discussion pour le fearless advice, disons, a un peu disparu. Et c'est là où on a pris une importance qui a été soulignée notamment par Dame Poli dans Les ingénieurs du chaos. Hein, c'est l'importance du big data et la difficulté d'avoir des politiques publiques et des gouvernements qui gouvernent plus au centre avec des conceptions plus idéalisées, mais on fait de la politique plus en mode wedge politics. C'est une donnée avec laquelle on est obligé de composer. Puis, je dirais que le dernier élément dans la prise de position, dans l'évolution de la prise de position ou de l'élaboration des politiques publiques, je dirais que le facteur le plus important, en tout cas à l'échelle de ma carrière, c'est l'hyperconcentration des pouvoirs au cabinet des premiers ministres et de leur entourage. Ça a changé aussi la donne. Je parle plus à l'échelle provinciale, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Et je peux dire que historiquement, en changement climatique, là, je vais revenir en arrière, mais au début, quand j'étais aux relations internationales, on parlait à nos homologues
disons, aux affaires étrangères, on avait des réponses. À un certain stade, ils nous ont dit, ah ben là, c'est plus nous, parlez à l'environnement. Puis après ça, ils nous ont dit, ben parlez au PCO. Ça, c'est Private Council Office, donc le cabinet du premier ministre. Puis après ça, c'est devenu, on ne peut rien faire sans le PMO. Donc, tout était devenu, sous M. Harper, tout était devenu hyper concentré au cabinet du premier ministre. Je pense que ça ouvre pas mal le jeu vers vous, Stephen, si vous voulez peut-être nous parler de cet appareil politique qui vous a été dedans pendant des années. On parle de wedge politics. On vous suivait, j'imagine, pas mal tout le monde pendant les dernières années. Le Parti conservateur, qu'à chaque fois que vous vous déplacez, il y a de la désinformation qui explose. Ils essaient de manipuler la vie publique contre des politiques que nous, on pouvait qualifier des avancées pour le climat. Puis ensuite, en ce moment où on a un premier ministre qui fait des choses peut-être pas exactement comme vous voulez, comment, en fait, je veux rester sur le sujet de la science, mais forcément, en ce moment, on voit un espèce de le populisme puis le besoin de donner, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si vous me suivez, mais cette espèce de populisme qui anime tant nos débats politiques en ce moment, qui fait en sorte que peut-être la science est mise de côté un petit peu. Comment est-ce que, au Conseil des ministres, par exemple, quand vous étiez là, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que la science soit quand même sur la table quand on va prendre des décisions, surtout en lien avec les changements climatiques? C'est une question assez complexe, hein, désolé, excusez-moi. Là, je vais faire du mieux que je peux, puis je sais pas, peut-être que je vais être bénévole aussi d'ici la fin du panel, on ne sait pas. Bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que Alain et Eric ont dit sur le processus. Ce qui a beaucoup changé au cours des dernières années, c'est évidemment cette grande polarisation-là qu'on vit un peu partout sur la planète. On la vit en Amérique centrale, on la vit en Asie, en Europe. On n'y échappe certainement pas ici en Amérique du Nord. Et où la science a été érigé comme un système élitisme et il y a un rejet de ça chez une portion de la population et chez une portion de la classe politique. Évidemment, l'exemple extrême étant ce qui se passe aux États-Unis avec le département de la santé, par exemple, avec M. Kennedy, avec qui j'ai partagé une tente sur la rivière Magpie il y a de ça très longtemps, mais c'est pour une autre histoire. Pour le moment de réseautage. En rafting. Oui, c'est ça, en rafting. Mais, il n'était pas comme ça à l'époque, d'ailleurs. C'était un avocat environnementaliste. Exactement, c'est quelqu'un qui a fait carrière sur la question de l'environnement. Donc, cette polarisation-là et le fait qu'on a maintenant des partis politiques qui rejettent qui rejettent de façon générale la science et en particulier la question du climat qui est devenue... qui est prise dans ce filet-là de guerre culturelle, vient beaucoup teinter. C'est pas la première fois qu'on voit du populisme dans notre histoire moderne. Ce qui change beaucoup, évidemment, c'est la capacité des médias sociaux à amplifier ça de façon... Je pense que je ne sais pas ce qui serait arrivé si Goebbels avait eu accès aux médias sociaux à l'époque du Troisième Reich. Non, mais je pense que c'est une question qui se pose sincèrement. Alors, ça vient rendre les choses beaucoup plus difficiles. Cette espèce d'échange-là qui avait... Moi, ça fait si longtemps que ça que je suis en politique, ça fait 6 ans et demi, presque 7 ans. Mais à une certaine époque, je pense que le dialogue était beaucoup plus facile. Maintenant, à la Chambre des communes, avec un parti en particulier, le dialogue n'est à peu près plus possible sur cette question-là. Il y a quelques députés du parti en question, je vous laisse deviner lequel, qui parlent encore de ça de façon publique de temps en temps. Il y en a certains qui viennent me parler à leurs risques et périls parce que c'est très, très, très mal vu pour eux de parler à quelqu'un comme moi. Alors, évidemment, dans la prise de décision du politique, ça vient rendre les choses plus difficiles. Ensuite, il y a le contexte géopolitique qui, à mon avis, plus souvent qu'autrement, sert d'excuse pour justifier des choses qui ne sont
pas justifiables ou des décisions qui ne devraient pas être prises. Le recul qu'on voit sur le climat, moi, je pense que les lobbies n'attendaient que ça. Puis là, on voit, par exemple, qu'on a une première ministre en Alberta qui fait une espèce de chantage au gouvernement fédéral en disant, ben si vous ne me donnez pas mon pipeline, c'est que la fédération ne fonctionne pas, puis donc, moi, je vais encourager le mouvement séparatiste. Elle encourage le mouvement séparatiste quand même, puis même si on lui achète un pipeline, elle va continuer de le faire, mais bon, c'est une autre histoire. Et la réaction du gouvernement fédéral jusqu'à maintenant, c'est de céder à ce chantage-là. On va le voir vendredi, là, mais moi, j'ai bien peur qu'on va annoncer qu'on donne à Danielle Smith tout ce qu'elle voulait en matière de réduction de la portée du plan climatique qui avait été élaboré sous le gouvernement de Justin Trudeau par moi et plusieurs autres personnes. On va annoncer, peut-être pas vendredi, mais pas longtemps après, qu'on va acheter un autre pipeline, qu'on va le financer avec de l'argent public, même si on avait dit dans le projet d'entente avec l'Alberta... Le fonds souverain va sûrement servir à ça, le programme de garantie de prêt pour les Autochtones également. Dans le projet d'entente avec l'Alberta, on disait si pipeline il faudra qu'il soit payé par le privé et opéré par le privé. Ça n'arrivera pas, pas à court terme, c'est encore nous qui allons payer. Et on a dit aussi, ça va prendre, pour que le pipeline se réalise, il faut que le projet de capture et stockage du carbone des compagnies pétrolières dans les sables bitumineux, ce qu'on appelle le projet de l'Alliance Pathways, se réalise. Ce projet-là ne se réalisera pas. Alors, malgré les conditions que nous avions nous-mêmes mis dans ce projet d'entente-là, et ça, c'est... Alors, vous pouvez imaginer, là, on est très, très loin de la science dans toutes ces discussions-là et dans tous ces débats-là. Et ma crainte, c'est que pendant un bout de temps, ça va continuer d'être très difficile. Mais tu parlais, Eric, de l'époque Harper, où la science avait été pas mal mise à l'index. Là, il est arrivé le gouvernement Trudeau, et là, on a redonné à la science sa place dans la prise de décision. Puis, c'était pas parfait, mais c'était quand même beaucoup mieux, notamment au cabinet. On s'est remis à financer la science, on a permis aux scientifiques de s'exprimer publiquement. Alors, je pense qu'on vit des moments qui sont difficiles, mais moi, je n'ai aucun doute que après la noirceur, la lumière reviendra. Merci pour ce... Je comprends qu'il y a donc... en fait, ça me fait... je me tourne vers vous, Karine, Journal de Montréal. Vous traitez les questions scientifiques dans les médias. En fait, vous couvrez les enjeux municipaux. Les enjeux municipaux, on voit comment les communautés... Je t'arrête 2 secondes, juste avant qu'on tombe sur le volet municipal, pour faire un petit bout sur ce que tu viens de dire, puis ramener le volet fédéral puis faire plus un échange là-dedans. Et sur cette dimension fédérale, il y a quelque chose d'intéressant en matière de science quand même. On prend la dernière publication de la Régie de l'énergie du Canada, qui n'est pas un groupe de gauche militant écolo, mais le message de la Régie est très simple. La production pétrolière, à l'échelle canadienne, elle baisse si le Canada est carboneutre en 2050 et la demande au Québec et en Ontario baisse. Alors, l'idée de faire plus de pipelines et plus de pétrole, c'est pas aligné sur une trajectoire de carboneutralité 2050 selon la Régie de l'énergie. Et pourtant, malgré cette évidence absolue, nulle part. Nulle part, c'est ça. Est-ce que c'est la question que je pose, puis pourquoi je parle d'affaires municipales, c'est est-ce que c'est vraiment une évidence pour la population? Moi, je sais pas. Parce qu'il y a une bonne portion de la population qui considère que la culte climatique, l'élite climatique qui fait avancer la question climatique, on fait ça au dépit de l'économie. Je pense que c'est quelque chose, une perception qui est peut-être pas au Québec, c'est peut-être un peu différent, mais peut-être en Alberta, je pense que c'est quand même le cas. Mais pourquoi je parle d'affaires municipales, c'est parce que là, on voit les conséquences des changements climatiques dans les communautés. Et je pense qu'en tant que les médias et les réseaux sociaux, je sais que Annie, vous intervenez souvent dans les médias, par exemple avec Radio-Canada, moteur de recherche, des choses comme ça. Les scientifiques et les politiques ont une responsabilité de bien communiquer ce que cette science exprime.
mais je ne suis pas sûr que la population le comprend. Et je ne suis pas sûr, mais sur cet enjeu-là, les conséquences, vous couvrez les affaires municipales, vous voyez les inondations été après été, printemps après printemps, les feux de forêt. Il y a quand même... comment on fait le lien entre plus de pipeline dans l'Alberta et plus de conséquences climatiques dans une communauté rurale à la province du Québec? C'est difficile, cet enjeu mental qu'on doit faire pour adhérer aux politiques climatiques au niveau fédéral et comprendre les conséquences au niveau humain. Oui, mais c'est là que les scientifiques sont importants, puis c'est là que les médias et les scientifiques peuvent travailler conjointement. C'est dans la manière de vulgariser quant à savoir quels sont ces impacts concrètement pour les gens. C'est vraiment là qu'on va les rejoindre, parce que sinon, c'est comme un peu vague. Les gens ont l'impression qu'on veut leur rentrer des affaires dans la tête parce qu'on est des élites. Là. Les médias aussi là, sont dans le même bateau que les scientifiques souvent ou que les politiciens. C'est ça. Donc, c'est d'arriver avec des faits, des données concrètes. Puis, ce qui est intéressant sur le plan municipal, puisqu'on parlait de ça, c'est qu'on a une nouvelle génération de maires et de mairesses qui s'impliquent sur les questions climatiques et environnementales. Pourquoi? Parce qu'ils sont la première ligne. Donc, ils font de la politique de proximité. Ils voient les gens à l'épicerie. Ça a l'air nono, là, mais je veux dire, ils sont impactés directement par ça. Et aussi sur le plan financier. Les villes subissent, on le dit sans arrêt, là, les déficits d'infrastructures, défraient la manchette ces jours-ci. Et les villes ne savent plus où donner de la tête pour les mettre à niveau, étant donné les changements climatiques qui entraînent de plus en plus de catastrophes. Alors, nous, c'est sûr qu'on est appelé à traiter de ces enjeux-là. Et ce que je remarque, c'est que les municipalités n'ont pas toujours non plus les ressources. Il y a de plus en plus, le scientifique en chef, Rémi Quirion, avait lancé un appel aux municipalités pour nommer des scientifiques en chef dans les municipalités. Là, il y en a un à la communauté métropolitaine de Québec. Et je suis allée vérifier, parce que moi, j'avais salué cette nomination-là, mais il n'a fait aucune sortie. Alors, je ne veux pas le blâmer, mais je veux dire, il y a quand même, là, ce que vous faites, le comité, là, vous faites le lien aussi avec les médias, donc vous adressez à la population pour donc communiquer les impacts réels que ça peut avoir sur la population, donc vulgariser tout ça. Mais il faudrait que ça soit fait aussi à plus petite échelle, par exemple, avec des scientifiques en chef dans les villes, dans les communautés métropolitaines. Donc, il y a tout un travail qui devrait se faire, à mon avis, sur ce plan-là, pour rejoindre encore plus les gens dans leur quotidien puis leur expliquer quels sont les impacts réels. Et les scientifiques devront aller aussi dans les médias expliquer un peu. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Oui, bien moi, je trouve ça vraiment très important. On l'a mentionné tout à l'heure que souvent, les politiques vont arriver avec un programme, puis bon, ben moi, je me suis fait élire pour ça, je veux faire ça. Par contre, je pense qu'on a été témoins à plusieurs reprises au cours des dernières années que quand ils arrivaient avec une décision, puis qu'il y avait quand même une forte tendance dans la population à ne pas la vouloir puis à faire pression, ils reculaient. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Ou à faire des choses qui n'étaient pas dans la plateforme. Oui. Notre plateforme ne mentionnait pas pipeline une seule fois. Non. On a fait campagne il y a un an, mentionnait changement climatique 28 fois. À entendre certains de mes collègues parler, on pourrait penser que pipeline était mentionné 28 fois dans notre plateforme et changement climatique pas une fois. Inversement, aux élections, quand la CAQ a été élue, il y avait zéro mention du mot environnement. On a quand même développé le PEV puis le plan de mise en œuvre et la loi sur la gouvernance climatique. Donc, des deux côtés. Absolument, oui. Puis, je pense que c'est vraiment important aussi, bien justement peut-être pour descendre les scientifiques de leur piédestal, si on ne veut pas passer pour des élitistes, mais d'aller vraiment bien communiquer la science. Moi, je trouve qu'il y a quand même des lacunes en termes de littératie scientifique au sein de la population en général. Donc déjà là, peu importe le sujet, tu as parlé de moteur de recherche, mais on a des questions sur tous les sujets. Mm-hmm. C'est une émission hyper populaire, mais je pense que ça permet vraiment d'amener cette littératie scientifique-là de façon générale, parce que, justement, la tendance au populisme aussi, ou au rejet, bien, je pense que c'est aussi une des raisons, il y a plein d'autres raisons, là, mais je pense que c'est une des raisons aussi. Puis, pour faire en sorte que les gens vont, oui,
faire pression sur les élus, parce qu'ils comprennent bien c'est quoi les enjeux des changements climatiques, qu'est-ce que ça menace pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, pour l'économie aussi. On n'arrête pas de dire l'environnement d'un côté, l'économie de l'autre. Je m'excuse, mais les changements climatiques pour l'économie, peut-être pas l'an prochain, là, mais à moyen terme, ça va être désastreux, mais ça, on n'en parle pas. Donc, pour que les gens fassent pression, mais pour que les gens acceptent aussi, quand un gouvernement va être proactif puis amener des mesures, pour qu'ils les voient, ces mesures-là, comme étant bien, puis pour qu'à leur tour, fassent les changements dans leur vie aussi qui sont nécessaires. C'est vraiment deux éléments importants. Donc, le gouvernement doit avoir des politiques structurantes, il y a des infrastructures qui doivent être implantées, des réglementations. Puis, de notre côté, il y a certains changements qu'on doit opérer aussi dans nos modes de vie. Donc, pour que tout ça arrive, il faut que les gens comprennent vraiment bien c'est quoi ces enjeux-là. Puis, il y avait ma collègue Valériane Champagne-Saint-Arnaud hier dans un colloque qui disait que globalement, dans la population, il y a peut-être un 25 % de gens qui le comprennent vraiment bien. Donc, il reste un 50 % de façon modérée, puis 25 % faible. Donc, je pense que c'est vraiment super important qu'on sorte puis qu'on fasse comprendre ces enjeux-là. Et puis, Annie, cette compréhension de la population, là, on pourrait aussi les ramener dans la députation et dans l'appareil administratif. C'est des citoyens, citoyennes. Certains le comprennent très bien. D'autres ont besoin de voir ce que ça signifie exactement. On a fait une série de formations à l'Assemblée nationale, là, 2 fois plutôt qu'une. Et tu vois à quel point, chez certains, il faut partir, préciser finalement, j'allais dire partir de loin, mais il faut expliquer l'ensemble des impacts très concrets de ces enjeux qu'on prend souvent comme spécialistes là, de nos thématiques comme étant une chose acquise, évidente, connue par tous, mais c'est clairement pas le cas. C'est vrai en changement climatique, comme c'est vrai dans beaucoup d'autres enjeux de l'éducation. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, les députés vont voter sur des dizaines de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, sont évidemment pas des experts là-dedans. Ça m'est arrivé à quelques reprises que des chefs de cabinet de députés m'ont appelé juste pour me dire « Explique-moi la science là-dessus, faut que ma députée vote. » Puis j'ai trouvé ça remarquable, mais je veux dire, au nombre de dossiers qu'ils ont à traiter, donc de trouver la façon de faire ça, c'est essentiel, mais c'est pas évident. Oui, c'est intéressant parce que moi, dans mon travail chez Copticum, on essaie toujours de ramener nos partenaires, nos collaborateurs, de penser à la journée de la personne qui est en face d'eux, que ce soit un journaliste ou un député, de vraiment, un journaliste reçoit tellement de courriels, de propositions, de couverture de sujets, un député a tellement de choses à faire. Ils n'ont pas souvent le temps de se pencher sur ces questions-là qui sont hyper complexes, hyper nuancées. Jean, vous avez passé de scientifiques, vulgarisateurs scientifiques, des documentaires à diplomates qui représentent le Québec. J'ai mal tourné, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez nous ajouter à la discussion en ce moment parce que vous avez été un peu dans les deux appareils là, en tant que scientifique. Comme diplomate, qui doit être aussi à l'interface de la science, que j'imagine que vous comprenez excessivement bien, les solutions que vous comprenez excessivement bien, et l'appareil gouvernemental, politique, administratif, et en plus de représenter le Québec à l'échelle internationale pendant qu'il y a des reculs qui se font, mais même, je vous entendais dire dans le couloir tantôt qu'on a rayonné à Santa Marta en vue de nos politiques climatiques qui sont très intéressante quand même. Ce qu'on a au Québec, on a des acquis ici qu'on n'a pas en Amérique du Nord ailleurs. Là, ni au Canada. Interdiction d'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois. Ça n'existe pas en Amérique du Nord. Ça n'existe pas. Si j'imagine que quand vous vous déplacez à Santa Marta... Mais tu dis des acquis, là. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui... Ah ben, en ce moment, oui. Sont acquis. Je vous dis acquis... Et c'est plus facile de dire on ne fera pas d'hydrocarbures alors qu'on n'en a jamais fait au Québec que si on disait on va interdire l'utilisation de l'eau pour les barrages au Québec. C'est un peu ce type de débat-là qu'il y a en Alberta. C'est l'équivalent de ce type de débat-là. Je veux quand même préciser que les claims sur les territoires étaient nombreux dans la vallée du Saint-Laurent, qu'on avait un enjeu, évidemment, au large des îles de la Madeleine. Je veux dire, la pression était quand même forte. Absolument. Il y a un certain ministre de l'Environnement, maintenant chef du Bloc québécois, qui se drape comme étant un champion de la lutte au changement climatique, qui avait permis qu'on ait foré sur du pétrole anticosti.
Mais tu sais, je veux revenir sur plusieurs points. Tu n'étais pas allé avec un de tes drones voir ce qu'il faisait sur Anticosti, Jean? J'avais envoyé un drone, puis on s'était fait ramasser par la compagnie, mais c'était vraiment le fun, par exemple. J'adorais ça. J'étais de l'autre côté, là. Tu sais. Mais je veux juste faire une parenthèse. Anticosti, puisque Steven a amené le sujet, ça s'est réglé dans un souper à Paris où Steven, je ne devrais pas dire ça, il y a plein de journalistes. Là, mais j'en ai vu juste un. Deux. Fermez les yeux, fermez. Vous êtes sur le panel. Ouvrez les oreilles, fermez les yeux. Philippe Couillard, il me dit, viens souper, puis amène donc ton chum, là, Steven, là, tu vois. Et Steven qui était chez Greenpeace? Chez Équiterre. Chez Équiterre. Et on a passé le souper. D'ailleurs, il avait reçu du vin de je ne sais pas quel ministre français, là, c'était magnifique. Et on a passé le souper sur Anticosti. Et il faut exploiter, tu sais, là où on va les toucher. On a parlé de pêche au saumon, puis et le lendemain, on avait une conférence de presse parce qu'on lançait le PCCI, le Programme de coopération climatique internationale, qui est un programme formidable. Et donc, on est avec Al Gore, fait qu'il y a plein de monde, on lance ça, puis évidemment, pour les journalistes, il n'y a pas grand-chose à dire sur un programme comme ça. On va aider des pays à lutter sur les changements climatiques. Et il y a une journaliste qui dit, ne voyez-vous pas une contradiction entre ce beau programme que vous lancez et le forage à Anticosti? Et là, il part. Et tout ce qu'on a raconté la veille, il sort ça. Mais moi ça m'épate. Là. Ils ont une qualité formidable. Là. Bang, 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 bang. Et nous, on est là, puis on se dit, ah tiens, c'est fini, Anticosti. C'est comme ça que ça a été réglé. Le Journal de Montréal avait même dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Philippe Couillard? C'est devenu le géant vert. Le géant vert. Alors, un souper bien arrosé avec de bons invités. Exactement. Donc, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre rôle, parce que moi j'accompagne évidemment tous les ministres dans les COP, etc., etc. Et notre rôle, c'est vraiment de saisir l'opportunité pour faire passer ce qu'on veut faire. BOGA, alors Beyond Oil and Gas Alliance, quand on est devenu membre et qu'on a donc décidé de passer cette loi qui interdit l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles sur le territoire du Québec, c'est parce qu'il y avait une opportunité politique. Et c'est ça qu'il faut saisir. On partait à Glasgow avec le premier ministre, et donc il fallait donc avoir une annonce. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc souvent, puis Éric, on l'a vu souvent, on prépare des super projets. Je vais vous en donner un exemple. Notre projet sur le plan nature. Hein. Alors, on ne savait pas que la COP 15 s'en venait à Montréal parce que tu te souviens des négociations de corridor qu'on a faites pour l'amener ici. Mais sur une tablette, il y avait un plan nature. Tu vois. Et donc, quand ça a pris une annonce, on a sorti le plan nature et c'est comme ça qu'il y a eu le plus gros investissement en biodiversité de l'histoire du Québec. Donc, souvent, notre rôle, c'est d'être vraiment, vraiment en position, prêt à dégainer pour ramener ce que vous nous donnez comme matière. Alors, prendre la science, la mettre dans un contexte, je dirais, politique et faire une présentation comme ça. Être opportuniste. Exactement. Dans le bon sens. Oui, non, absolument. Et donc, il y a des fois où il faut qu'on ravale. Mais si on est là, puis qu'on les accompagne. Moi, j'ai vu, avec Éric d'ailleurs, à une COP, où on parlait de carboneutralité. En début de COP, il n'y en est pas question. Et à la fin du point de presse à Madrid, il y a un ministre qui a dit « on s'en va vers la carboneutralité ». Ça, c'est passer 3-4 jours à ramener de la science, à ramener ce qui se fait ailleurs et dire « il faut y aller et réussir à convaincre. Et donc, dites-vous toujours qu'une journée, supposons avec un PM, débute par le briefing du matin
qui est basé sur la revue de presse. Et là, chaque point est amené et le chef de cabinet ou peu importe qui l'accompagne amène tous les éléments de réponse parce que les autres sont levés depuis bien plus de bonheur que nous, et ils amènent tous les éléments de réponse. Et quand il y a un scrum, quand le PM se présente devant les journalistes, il sort les réponses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la pression de la société civile, c'est fondamental si on veut avancer. Si on veut amener de la science, il faut qu'il y ait une pression. Un rapport, c'est vraiment super, mais ça prend également de la pression de la société civile pour avancer. Ça me fait, en fait, ça me fait penser à... En fait, je pense à beaucoup de choses là, en termes de la société civile, la traduction de la science en rapport. Je me demande si vous avez des conseils de présentation, de rapports ou de choses très concrètes qu'on peut intégrer en tant que... On a une salle de chercheurs, chercheuses ici qui produisent ces rapports-là, qui des fois, qui vont vouloir que ça rayonne dans les médias, qui vont vouloir que ça rayonne auprès des décideurs ou auprès de l'appareil politique. Qu'est-ce qu'on peut ajuster pour faire en sorte que ça soit mieux compréhensible? Je vais vous donner juste un exemple. En ce moment, parler de climat, c'est pas populaire. Ouais. Ça va être difficile. Parler de la nature et essayer de miser sur des solutions fondées sur la nature, là, c'est plus difficile d'être contre la nature. Et donc, en termes de communication, on peut vraiment, dans les moments difficiles qu'on passe en ce moment, mettre un focus sur la nature qui devient un élément de réponse au changement climatique. On parlait d'opportunités. C'est ça aussi qu'il faut faire, tu vois. Et, exemple, le fédéral a mis 3,5 milliards là, sur 3,8 sur la nature. Donc, tu dis, OK, allons là pour le moment, parce que... Puis, aux États-Unis, c'est la même chose. Je veux juste faire une remarque très importante. Au niveau onusien, là, si on veut, là, où on est dans la règle du consensus, c'est très dur d'avancer. Je pense aux négociations sur la pollution plastique, par exemple. C'est très dur d'avancer parce que ça prend un consensus et évidemment, les pays producteurs de pétrole sont contre la diminution de la production, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ça a descendu d'un étage et maintenant, ce qu'on appelle les subnationals, donc les gouvernements infranationaux, les États fédérés, les villes, ont de plus en plus d'impact. Moi, je travaille beaucoup avec les États américains. Ils sont all-in, comme on dit. C'est le nom de leur coalition. Ils sont vraiment très actifs. Pas très vocaux. Ils ne veulent pas être trop vocaux parce qu'ils ne veulent pas avoir une cible dans le dos. Mais c'était très vocal quand Gavin Newsom a débarqué à la COP. C'est ça. Mais ils avancent, là, tu sais. Fait qu'il faut se dire que, tu sais, Santa Marta, il y avait quand même 54 pays, là, tu sais, qui essaient de trouver une solution hors ONU pour faire avancer des dossiers très, très importants. Donc, tu sais, ça avance. Donc, le message, c'est saisir des opportunités qui sont devant nous, adapter nos messages à l'actualité politique un petit peu. C'est un peu lire la salle, puis se dire, OK, peut-être c'est le moment d'y aller pour la nature, puis on associe nos solutions climatiques à cet enjeu-là. J'imagine que pour travailler avec les villes aussi, parce que moi, je fais mon mémoire de maîtrise sur les relations internationales des villes, et les villes sont aussi des acteurs comme les États fédérés qui s'impliquent de plus en plus dans ces luttes-là. Donc, les scientifiques peuvent s'allier avec eux. Je disais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc là aussi, là, il y a comme une avenue qui est intéressante. C'est moins une grosse diplomatie, c'est moins lourd, donc un accès plus facile. Et les villes du Québec ont l'obligation d'avoir un plan climat. Donc, il y a des opportunités à travailler avec des villes sur ces questions-là. Financé par la taxation carbone, c'est ça, ou l'importance de ce genre d'instrument. Mais sur le volet politique, on le retient. Sur le volet politique administratif, là, j'aimerais juste vous entendre aussi sur, tu sais, des fois, comme scientifique, en tout cas, nous, on l'a à quelques reprises, cette espèce de frustration de, on fait une recommandation et on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Mais
Est-ce qu'on est trop bienvenue dans le naïf club, de là. dire, Bienvenue dans- exactement. Mais est-ce que c'est trop naïf de dire, mais ce n'est pas peine perdue complètement? Je prends ton exemple de saumon ou de ces éléments-là restent essentiels à mettre en place, à empiler, à ramener une pression dans l'appareil administratif, dans la structure, et c'est utile lorsque le moment est propice arrive. Et ça doit être prêt, ça doit être fait. Donc, des fois, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, mais il faut continuer à le redire, à recommencer, à réaffirmer ces enjeux, y compris, en tout cas dans notre cas, surtout en matière climatique. Puis ça contribue à l'influence, même si la prise de décision immédiate n'est pas celle qu'on veut. On est trop naïf, trop optimiste ou... Ben, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Là, tu sais, Ouais. Mais je dirais, une bonne fonction publique se prépare aussi. On a des élections à période fixe. Bon, une bonne fonction publique, on est capable de lire les programmes de partis, avoir des projets dans les cartons qui sont adaptés aux partis qui viennent au pouvoir. Donc, là aussi, il y a une question d'opportunité. Je profiterais, je dirais, par contre, pour ce qui est de la science, je dirais qu'il y a un an, tu demandais, Alex, là, les conseils. Je dirais, le premier enjeu pour des scientifiques, c'est l'ampleur de la connaissance scientifique, hein, la formation scientifique, c'est de développer son hypothèse, avoir les preuves et tout, et ça produit rarement un rapport d'une page. Hein? Ça produit des longs rapports avec plein de notes infrapaginales. Mais le premier conseil que l'on doit donner aux scientifiques quand vous vous adressez aux politiques ou à la haute fonction publique, Médias aussi. partez du principe que leur temps disponible est très, très limité. Pas par mauvaise volonté, c'est la réalité de leur fonction. Donc, très peu de temps pour décider. Donc, soyez concis et précis, numéro 1. Numéro 2, arrivez pas quand vous avez la chance d'avoir accès à un ministre, arrivez pas avec 10, 12 enjeux. Sélectionnez vos enjeux. Vous devez parler de maximum 2, 3 enjeux, ou généralement même plus 1 ou 2. L'autre élément, je dirais, faites vos recherches préalables, sachez à qui vous vous adressez, pour être capable aussi de connecter, d'être capable de l'écouter. Hein, c'est pas juste vous qui parlez à l'autorité, mais il faut qu'il y ait un échange. Puis, semez votre graine pour être capable de faire un suivi à vos rencontres, pour être capable de relancer. L'histoire ne se finit pas avec le pitch que vous avez l'opportunité de faire à un titulaire d'emploi supérieur, à une autorité politique. Et vu qu'on est en sciences, vous me permettrez, et que c'est les derniers jours de Rémi Quirion, il y a un recueil d'entretien qui est très intéressant. Il meurt? Il meurt quand, Rémi? Non, mais il parle des avis des scientifiques, le rôle entre les scientifiques et le politique. Il dit, le contenu de ces avis, il doit être honnête et faire part au ministre titulaire de ce qui est connu et bien établi sur une question donnée, de ce qui l'est moins et de ce qui ne l'est pas. Il faut que ces recommandations soient équilibrées et basées sur des faits, des données scientifiques et non sur ses croyances ou ses avis personnels. Donc, le champ d'intervention est aussi... les scientifiques ne doivent pas aborder leurs relations comme des lobbyistes. Ils sont là dans un rôle conseil. Et c'est comme ça que la graine va pouvoir virer en fleur ou en arbre un peu plus tard, down the road. Je dirais, soyez réaliste aussi. Si vous venez demander à un ministre des cibles de réduction de 65 d'ici 3 ans, ça risque de fermer l'écoute. Parce que il faut l'opportunité, il faut des solutions basées sur la science, mais il faut aussi une acceptabilité dans certains égards de la population. Là, il faut que les solutions... C'est ça le trio que nous, on souvent on conseille. Opportunité, solution déjà prête et qui est acceptée, qui est acceptable par la société. C'est ça qui peut faire en sorte qu'une décision soit prise. Je pense qu'on a un moment pour les questions. Est-ce que c'est ça que tu es venu me dire, Martin, qu'on va prendre des questions du public, mais j'aimerais juste vous remercier pour les questions, pour les réponses. Je pense que moi, ce que je retiens de la discussion,
C'est beaucoup l'empathie. J'avoue, c'est beaucoup d'être empathique avec la personne qui est en face de nous. Comme scientifique, on doit essayer de comprendre les réalités de l'administration publique, des décideurs publics, pour aussi comprendre comment nous, on peut les aider à faire leur travail, puis faire rayonner, nous, la science qu'on veut, sur laquelle vous travaillez, j'imagine, pas mal tout le temps. On veut que ça soit compris par la société, puis que ça fait en sorte que nos choix de société sont véhiculés par ça. On n'a pas beaucoup parlé de réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions sur la place des réseaux sociaux, n'hésitez pas à demander. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi dans la suite des choses. Là, comment est-ce qu'on peut se saisir de ces espaces-là, qui est un nouveau média on n'est pas souvent là en tant que scientifique, en tant que je ne sais pas si le scientifique en chef le fait très bien. Moi, je le souligne souvent. Puis durant la pandémie, ça a été exceptionnel. J'ai trouvé la manière de démonter toutes sortes de théories. Puis on pourrait faire la même chose avec les changements climatiques. Là. Il y a tellement de choses qui circulent. Là. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs avec Alain Bourque d'Ouranos. J'ai dit, vous devriez faire ça. Ça fait peut-être partie du plan stratégique du comité consultatif de se miser sur les réseaux sociaux. Puis ça se peut. Oui, on a les questions. Donc ici, on va aller ici. Pendant que vous pensez à vos questions, je vais vous en poser une, puis si vous avez une réponse, vous me le direz, parce qu'on n'est pas d'accord sur une façon de communiquer entre nous. Moi-même, quand on a signé l'accord de Paris, j'étais avec Steven, on s'est sauté d'un bras, etc. On était très contents. Mais c'est là où le Canada, avec les pays insulaires et tout ça, ont ramené ça à 1,5 degré possiblement. Moi, je trouve que mettre des objectifs inatteignables, ça amène une défaite au niveau de la perception du public. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Là, on va parler de carboneutralité pour 2050. On n'y arrivera pas. Est-ce qu'on continue à le dire? Je veux juste savoir ce que vous en pensez. C'est ce que j'en pense. Oui. Si vous avez des réponses aux questions de M. Lemire, n'hésitez pas à prendre le micro. Donc ici, si vous pouvez juste vous présenter brièvement puis poser votre question. Oui. Steve Derry, département de géographie de l'Université Laval. Donc, je suis un scientifique, mais je suis aussi citoyen, membre du comité de l'Agenda 21 de Baie-Saint-Paul. Donc, citoyen de Charlevoix. J'ai une question et pas un commentaire, une suggestion. Ma question, en fait, elle vient d'un certain inconfort parce que je suis d'accord, savoir scientifique, c'est important, changement climatique, tout ça, de faire transiter, de vulgariser vers le politique pour aider les consensus, etc. Mais je suis surpris de ne pas vous entendre parler de savoirs locaux et savoirs autochtones aussi, parce qu'il y a une recherche scientifique sur l'intégration des savoirs locaux et des savoirs autochtones qui sont très bien connus maintenant qu'on est capable de fonctionner avec ça, même pour la gestion des risques, des aléas naturels, parce qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, là, pour ceux qui pensent que c'est des choses qui existent. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Mon commentaire ou ma suggestion, en fait, elle vient du fait que je ne suivrai pas votre conseil d'être réaliste et de ne pas être lobbyiste. Ici, je vais être lobbyiste parce que vous avez parlé d'éducation, l'importance de la connaissance, l'importance, j'ai oublié votre nom, mais vous avez parlé de 25% de la population qui, on va dire, alphabétisée à la question des changements climatiques. Et j'ai l'impression qu'un des problèmes, c'est qu'on a un manque de temps citoyen. On n'a pas dans notre société, les gens sont vus comme des consommateurs. C'est ça qui est important pour nourrir la croissance économique. Et les gens ne sont pas vus comme des citoyens, mais on n'a pas ce temps-là. Donc, si on était vus comme des citoyens, bien, peut-être qu'au lieu d'avoir des congés où on dit aux gens, allez dépenser votre argent que vous avez gagné, on aurait des congés pour apprendre notre écologie locale, apprendre qu'est-ce qui se passe sur les changements climatiques. Les gens ne sont pas stupides. Quand les gens, on les prend au sérieux, les gens, ils sont capables d'apprendre ces choses-là. Il faut bien travailler, bien entendu, pas arriver avec des rapports, des articles scientifiques, il faut bien vulgariser. Mais si on avait un temps citoyen, si on est capable de trouver, puis là, c'est parce que vous êtes des gens qui avaient de l'influence au niveau politique, bien, faisons un modèle, disons, OK, on a besoin de 10 journées citoyennes par année pour justement être capable
de rendre les gens plus responsables puis d'être capable de prendre des décisions, pas juste de voter 3 fois ou 4 ans, une fois au fédéral, une fois au provincial, puis une fois au municipal. Donc ça, c'est ma suggestion aussi. J'aimerais vraiment ça, avoir ces journées-là. Je veux bien rebondir sur la deuxième partie de la question, mais effectivement, même pas plus tard qu'hier, où on avait ici un colloque sur la transition climatique dans les villes, et on a eu différentes présentations, dont certaines initiatives qui étaient liées à la participation citoyenne, à la gouvernance, pardon, à travers des initiatives, justement, où le citoyen était impliqué dans la prise de décision et dans la planification. Puis on avait cette discussion-là entre les initiatives qui peuvent émerger comme ça au sein des communautés et qui fonctionnent vraiment bien. Puis après, comment être en mesure de les envoyer, de les adopter à plus grande échelle versus le rôle des gouvernements de niveau supérieur, parce que c'est aussi essentiel d'avoir des politiques structurantes. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre point. Et sur la première partie de votre question, il y a beaucoup de choses dans les 5 à 7 minutes dont j'ai pas parlé, mais le savoir autochtone, c'est devenu une priorité au niveau fédéral. Quand j'étais ministre de l'Environnement, Environnement Canada, il y a maintenant une unité du savoir autochtone qui travaille à l'intérieur de l'équipe scientifique, qui est pilotée par une dame d'origine autochtone qui a une formation scientifique conventionnelle. Et on travaille de plus en plus en partenariat, par exemple, sur la conservation. J'en parlais de conservation tout à l'heure. J'ai créé le 48e parc national Bédoumguik à l'île du Prince-Édouard. C'est la première fois dans l'histoire du pays où on bâtit de A à Z un parc national main dans la main avec les Autochtones. Tous les projets de conservation, ou presque, parce que je ne peux pas affirmer qu'ils le sont tous, mais à ma connaissance, oui, tous les projets de conservation sont faits maintenant en collaboration avec les peuples autochtones. On en a fait un au territoire du Nord-Ouest, 23 nations, le gouvernement des territoires. C'est 4 fois la taille de la Grande-Bretagne. Il y avait plus de nations autochtones qui ont participé à ce projet d'aire de conservation-là au territoire du Nord-Ouest que lorsque le territoire a été créé et qu'une partie des pouvoirs du fédéral sont allés vers le territoire. Toutes les nations n'étaient pas d'accord là-dessus, mais sur le projet de conservation, tout le monde était d'accord. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire, là, mais il y a des choses quand même très, très, très intéressantes qui se font au niveau c'est vrai sur le volet conservation, mais c'est vrai aussi sur les enjeux climatiques en matière de production d'énergie renouvelable. Pour que ces projets avancent, c'est nettement plus facile et plus efficace quand ils sont faits conjointement avec les villes, comme dans l'Est, ou avec les communautés autochtones, comme quelques projets au Québec. Et c'est là qu'on voit la capacité de transformation de cette économie. Mais pour que ça fonctionne, c'est pas un décret gouvernemental seulement. Il en faut un, mais il faut que ça soit arrimé avec un ensemble de volontés à l'échelle locale et régionale. Puis on voit le début de cette amorce. Puis ça doit s'accélérer, je pense. Mais c'est essentiel de l'arrimer sur des choix personnels et des choix locaux. Jean, je vois que tu veux... En fait, moi, ça fait 10 ans que je suis à l'international et c'est probablement l'aspect qui a pris le plus de valeur. Là. La voix autochtone est vraiment entendue à l'international. En fait, je dirais autochtone, femmes aussi, à l'international, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. Éducation. Donc, au niveau des prises de décision, je dirais, onusiennes, je vais vous donner juste un exemple. Maintenant, il y a un organe subsidiaire en biodiversité. Il y en a un pour la science... Pour les Autochtones. ...traditionnelle, et maintenant, il y en a un pour les Autochtones. Alors, donc, c'est vraiment, ils ont fait des gains extraordinaires, et on comprend pourquoi. Et au Québec, dans le plan nature, il y a des aires protégées autochtones également, donc beaucoup de gains à ce niveau-là. Et ils sont vraiment écoutés. Ils ne sont pas juste entendus, ils sont écoutés. Merci pour la réponse. On a une autre question ici. D'accord. Pardon, excusez-moi. Donc, merci beaucoup pour votre peut-être décryptage, dont on n'a pas beaucoup compris. Mais en tout cas... voilà, il va y avoir une demande de l'électricité étant donné les réseaux sociaux, l'IA, etc. La demande surtout en centre de données, les data centers, etc. Donc je crois l'électricité hydroélectrique ne va pas suffire et
on va penser au nucléaire. Alors, le nucléaire, évidemment, vous êtes bien sûr à même, en tant que, disons, entité autonome, enfin indépendante, ou bien administrative, et top management, etc. Et derrière ça, il y a effectivement les autochtones. Alors, les autochtones, apparemment, peut-être je me trompe, il y a quelque chose, il y a une disposition qui s'appelle le consentement préalable et indépendant et documenté ou bien éclairé. Donc, si effectivement l'électricité nucléaire, entre guillemets, verte, est la solution, quel serait ce chantier dans l'avenir? La question est quel est le chantier Bon, d'abord, il faut comprendre que si on regarde les projections du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie, le nucléaire, c'est à peu près 3% de la production d'électricité mondiale. En 2050, on estime que ça va être encore 3%. Ça va être 3% d'une plus grande tarte, mais en termes relatifs, ça va rester passablement semblable. On semble vouloir beaucoup aller vers la voie des petits réacteurs modulaires, donc des réacteurs de 300, 350 mégawatts. Hydro-Québec produit, grosso modo, 40 000 mégawatts par année. Alors, vous comprenez que pour avoir un impact sur la production des petits réacteurs modulaires à 350, 350, ça va en prendre beaucoup. Il n'y a pas énormément de projets de grands réacteurs. Il y en a certains dans certains pays, mais ce qu'on voit, c'est que présentement, le solaire coûte moins cher que n'importe quelle autre forme d'énergie dans à peu près 90% des juridictions de la planète. Ensuite, c'est l'éolien. Puis ensuite, bon, ça dépend là, comment vous pouvez avoir accès à un combustible pour vos réacteurs nucléaires ou certaines formes d'énergie fossile. Évidemment, comme l'ensemble de notre société, les peuples autochtones ne sont pas un bloc monolithique. Il y a des communautés autochtones qui sont pro-développement pétrolier, qui veulent prendre des parts de marché dans un futur pipeline au Canada. Donc, il y a des nations autochtones qui sont probablement, j'en connais, qui sont pro-nucléaire et d'autres qui sont contre le nucléaire aussi. La notion de consentement préalable et éclairé, en vertu de jugements qu'il y a eu, puis de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est que ces gens-là, sur leur territoire, doivent être consultés, doivent être écoutés. C'est pas un droit de veto non plus, donc il y a une ligne qui est un peu mince que les tribunaux essaient de définir et que les lois également. Tout ça pour dire qu'il y a probablement des nations ou des communautés autochtones qui seront favorables au nucléaire et d'autres qui ne le seront pas. Et puis en même temps, vous l'avez bien mentionné par vos exemples, une demande très forte. Il faut aussi réfléchir à ces enjeux de maîtrise de l'énergie, d'une plus grande sobriété, d'une plus grande efficacité énergétique, parce que ce développement du renouvelable doit d'abord permettre de sortir du fossile. C'est ça l'enjeu climatique essentiel. Comment on est capable de réduire ces émissions de gaz à effet de serre par le remplacement de cette énergie fossile par une énergie renouvelable. C'est en tout cas, en théorie, la principale composante de la stratégie d'Hydro-Québec, là, avec évidemment la réponse à des besoins futurs, mais globalement, l'idée, c'est de réussir à sortir dans un délai de 2 à 3 décennies de l'ensemble de cette consommation associée à l'énergie fossile. Et pour ça, il faut à la fois plus de renouvelables, mais il faut aussi beaucoup plus de capacité d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique, ça reste essentiel. C'est ce qui est aussi le moins cher de tout ce qui est le moins cher. Regardez les marchés aussi, ça parle toujours parce qu'ils sont en avance souvent. Les investissements dans les énergies renouvelables dépassent maintenant ceux dans les énergies fossiles. Donc, c'est ça. On est dans une tendance qui va pas changer, là. On est sur l'autoroute. Il y a des obstacles, mais sur le moyen et long terme, on est là. Il n'y a pas aucun doute dans ma tête. On a une question ici, puis ensuite...
Bonsoir, merci. Isabelle Arsenault, professeure en éducation à l'Université du Québec à Rimouski et titulaire de la chaire de recherche en éducation transformatrice pour l'engagement climatique. Je vais me permettre une prémisse et un commentaire, un peu peut-être long, mais comme les voix féminines ne sont pas très présentes ce soir, je me permets ça. Mon travail se situe à l'interface de la didactique des sciences, donc ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage des sciences, mais aussi la sociologie, les science studies, donc en particulier les controverses socio-scientifiques. L'objet de ma thèse a porté sur la participation sociétale des scientifiques dans le contexte de questions environnementales et sanitaires socialement vives. Et elle a mis en lumière une chose qui est documentée depuis les années 90, notamment à l'égard de cette crise de confiance-là, à l'égard des scientifiques, qui est entre autres liée à ce modèle du déficit citoyen, qui se retrouvait un peu dans vos propos à certains égards, c'est-à-dire ce manque de littératie, les citoyens ne comprennent pas bien les enjeux, si on leur explique bien, si on vulgarise, s'ils comprennent mieux, alors ils vont peut-être agir, ils vont peut-être faire quelque chose. Je pense que cette prémisse-là, elle est problématique à certains égards, et lorsqu'on regarde, en fait, qu'on scrute le travail des scientifiques qui vont vraiment être actifs avec des groupes citoyens, qui vont produire des documents pour outiller leur mobilisation et ainsi de suite, on voit que leur conception, en fait, des rôles et des capacités des citoyens, elle est extrêmement riche. Et les capacités qu'ils vont attribuer aux citoyens sont à peu près les mêmes qu'ils s'attribuent aussi. Autrement dit, ils sont capables de produire des savoirs, ils sont capables de comprendre les situations complexes, etc. Donc, ça, c'était plutôt de l'ordre de mon commentaire. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que dans cette action-là des scientifiques, c'est qu'elle emporte certains risques. Elle est difficile. Elle vient, on a encore la conception que le scientifique doit être neutre, doit être objectif dans l'espace public, et c'est contre-productif, finalement, ces postures-là. Certains chercheurs vont s'émanciper de ça, donc vont se donner le droit de produire des commentaires avisés par un certain nombre de connaissances, de travaux qu'ils ont réalisés. Mais ils vont acquérir, en fait, cette capacité de participer dans la collectivité à force de travailler, de le faire. Autrement dit, c'est absolument absent, ou à peu de choses près, de leur formation initiale en sciences. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour éventuellement transformer la formation, pas seulement la formation des jeunes, parce que je m'intéresse aussi à ça, mais la formation postsecondaire de ces scientifiques qui, éventuellement, pourraient participer. Donc, vous avez parlé de l'importance de la pression de la société civile, mais qu'en est-il aussi de la pression de la communauté scientifique? On entend des voix, il y a des comités qui se voient, mais il n'y a pas un mouvement de masse des scientifiques. Pourtant, on est plusieurs préoccupés, mais comment est-ce qu'on fait pour former des scientifiques qui veulent prendre l'espace public? C'est une grosse question, mais j'aimerais vous entendre. Bonne question. C'est vrai qu'on n'est pas formé à ça. On n'est pas non plus... Moi, je pense qu'il y a de la richesse aussi à sortir de nos silos disciplinaires. Donc déjà là, ça, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider parce que quand on est dans nos silos disciplinaires, on a vraiment des grosses œillères, puis on a des biais de la façon dont on a été formé à cause de notre discipline. Donc, déjà là, moi, je vois une grande richesse de travailler avec des chercheurs de vraiment nombreuses disciplines, puis d'aller voir des perspectives différentes. Mais j'ai pas non plus... Je trouve ça super intéressant. En fait, il faudrait que j'aille lire la thèse, parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce qui est amené, de comment est-ce qu'on peut mieux faire ça. Moi, j'ai des projets de recherche qui sont aussi collaboratifs avec des parties prenantes, des municipalités, on fait des ateliers avec des groupes citoyens, donc je me nourris un peu de ça, puis je pense que là, ça peut aider. Mais on le fait un peu, je pense, de façon instinctive. Donc, une formation continue pour chercheurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir, mais c'est vrai que ce serait vraiment, vraiment super pertinent. Alors, si vous me permettez, je vais faire une proposition. Je serai concise, précise, et je vais sélectionner un enjeu. Le message a passé, super. Je propose d'inviter les sciences de l'éducation dans les facultés de sciences et génie. Donc, de créer des postes qui se spécialisent dans la formation des scientifiques. Voilà, merci. Merci. Oui,
Oui, bonjour. Donc, mon nom est Valériane Champagne-Saint-Arnaud. Je suis professeure à l'Université Laval. Je suis également une collègue d'Annie et d'Alain au sein du comité consultatif. J'aimerais revenir sur cette chouette anecdote de souper bien arrosé à Paris. Je pense que j'ai bien... Je pense que j'ai bien saisi le point ici. C'était en fait d'inviter les scientifiques à saisir des opportunités. En même temps, je me suis dit, bon, je pars avec une prise parce que je ne bois pas beaucoup d'alcool dans la vie, donc il va falloir que je trouve d'autres opportunités. Mais ma question, elle est bien simple. Je pense que je vais l'adresser à M. Lemire, Théroux et Guilbeault. Avez-vous l'impression qu'en matière d'opportunités, les scientifiques se battent à armes égales avec les lobbyistes, notamment les lobbyistes du côté des énergies fossiles? Non. Que dire de plus? Vous avez... Non, mais c'est l'un des lobbies les plus sophistiqués, les mieux rémunérés. Ils ont une armée de lobbyistes. Ils sont dans les partis politiques. Non, en tout cas, pas tous, mais plusieurs. On a la chance au Canada, par contre, d'avoir un système en termes de dons politiques qui est tellement plus décent que ce qu'on voit aux États-Unis, par exemple. Donc, se présenter comme député pour être élu au Parlement canadien, les plafonds de dépenses sont établis par Élections Canada. C'est autour de 100, je ne sais pas ce que ce sera pour la prochaine élection, là, mais autour de 125 130 000 $ par circonscription. Donc, on ne peut pas dépenser plus que ça comme candidat ou candidate. Aux États-Unis, un siège au Sénat, c'est facilement, les collectes de fonds, ça dépasse les 150, voire 180, voire 200 millions de dollars. Alors, l'argent prostitue, à mon avis, beaucoup le système politique américain. On est quand même relativement protégé de ça, ce qui n'empêche pas ce lobby-là d'être hyper présent dans des législations provinciales, l'Alberta, la Saskatchewan, entre autres. Ils ont essayé, au Québec également, beaucoup. Donc, il n'y a personne qui se bat à armes égales avec... à part peut-être l'industrie de la défense, mais... Sincèrement, non, je blague pas du tout. Les gens de la défense sont plus discrets quand même. Les gens du pétrole sont un peu plus, comme diraient nos amis anglophones, in your face. Mais bon, on peut résister. Moi, comme ministre de l'Environnement, je ne les rencontrais plus à la fin, puis ils ne voulaient plus me rencontrer non plus. Alors, c'était comme un accord. Donc, c'est pas vrai qu'il faut, comme politicien ou politicienne, accepter ça. Puis accepter que c'est un fait accompli. On a le devoir, comme décideur, comme élu, de choisir qui on rencontre. Et oui, OK, on va rencontrer des gens de l'industrie, mais il faut aussi rencontrer des gens de la société civile. Il faut aussi rencontrer... Tu sais, je pense qu'il y a une question de moyens là-dedans, puis il y a une question de responsabilité des gens qui sont dans ces postes-là, de dire, ben moi, c'est pas vrai que... Parce qu'eux ont plus d'argent, je vais les rencontrer plus souvent. C'est, hélas, souvent comme ça que ça se passe, mais c'est pas obligé d'être comme ça que ça se passe. D'un point de vue institutionnel, je vais tracer un brin d'histoire pour répondre à votre question. Parce que, dans le fond, la genèse du comité consultatif en changement climatique, quand on a eu la commande à l'origine, la commande était politique, c'était d'abroger le conseil de gestion du Fonds vert, qui mettait systématiquement le ministre de l'Environnement en sandwich entre le ministère et le conseil de gestion, qui voulait jouer ça comme une banque autonome qui allait décider quel projet il allait financer. Donc, il y avait un problème là. Mais on a profité de l'opportunité pour suggérer, ce qui est accepté par les autorités, la création d'un comité consultatif, comité, c'est ça, je mélange toujours. Consultatif, c'est ça, en changement climatique, dont la composition serait majoritairement formée de scientifiques. Pour justement obvier au lobby, le conseil que co-présidait Stephen avait été conçu comme, dans le fond, 2 camps de lobbyistes. Stephen... Avec Alain dans le milieu. Ouais, avec 3 professeurs. Puis, moi, quand je suis arrivé comme sous-ministre adjoint, je vais vous avouer, j'aimais pas la dynamique de ce comité-là. Je disais, mais les avis sont confidentiels, sont jamais rendus publics, et on n'éclaire pas la décision politique. Donc, on s'est inspiré de la pratique britannique, mais on a ajouté quelques éléments pour s'assurer
que la formation ou la composition soit majoritairement scientifique. Donc, on a introduit dans les dispositions de la loi certains éléments. Un, le président ou la présidente de ce comité-là doit être fait sur la recommandation du scientifique en chef. Étape 1. Étape 2, une fois qu'on a un président ou une présidente, le scientifique en chef et le président doivent faire des suggestions au ministre pour la composition du comité. Et le ministre ne peut pas sortir de la liste. Il peut choisir dans la liste, mais il ne peut pas sortir de la liste. Donc, on faisait d'une pierre deux coups. On s'assurait d'un espace d'influence scientifique auprès des décideurs politiques, puis on réglait une bonne partie pour ce volet-là, on réglait le volet lobbying. Ça n'empêche pas les lobbies de faire leurs démarches par ailleurs, de demander des démarches, des rencontres au cabinet et tout, mais au moins on assurait une voix au conseil scientifique qui soit direct non seulement au ministre, mais le fait de rendre obligatoire leur publication et le fait que ce soit public, ça permettait aussi à la société civile, après ça, de jouer son rôle. C'était toute une avancée, parce que moi, avant, j'étais sur le conseil d'administration de la défunte Agence d'efficacité énergétique, et je peux vous dire que la voix des pétrolières à ce CA-là était vraiment, vraiment forte, là, tu sais. Donc, ça évolue. Juste un exemple, vite. Le nombre de lobbyistes du pétrole quand on négocie le futur traité sur la pollution par le plastique, ça, si vous voulez voir vraiment, ils sont pas mal tous là, toute la planète au complet de lobbyistes. Plastique, c'est du pétrole, donc ils sont tous là. Ça, c'est vraiment assez spectaculaire. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a des moyens aussi que l'État peut se doter pour mettre en valeur le travail, les travaux des scientifiques. Ça se fait à travers le comité consultatif. Ça peut aussi, j'imagine, se faire quant à la désinformation, la mésinformation, que l'État pourrait éventuellement, je ne sais pas si se doter des moyens de contrer ces désinformations, mésinformations-là. On pourrait en parler pendant le moment de réseautage. Je pense que je pense que le temps. C'est ça. 15 secondes quand même, tu sais, quand tu dis que ça se fait à travers le comité. Oui, on va prendre. C'est ça, je peux-tu suggérer des réponses très très rapides pour les questions? Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des questions. Petite précision, 2 secondes. Dans aucun des cas, on a la prétention d'avoir l'exclusivité sur ces enjeux. Hein. Il y a une structure qui existe, mais ça fait partie d'un écosystème. Il se passe quoi dans les centres de recherche? Vous faites quoi sur une base individuelle? Quel est le rôle des ONG? Fait que c'est pas une entité qui va finalement se dire, voilà, je récupère et je suis le porteur de la science. Il y a une structure gouvernementale, mais ça fait partie d'un écosystème de recherche important et qui doit avoir plusieurs visages et plusieurs façons de s'exprimer. Merci pour la précision. On a une autre question. Ah, c'est moi. Oui, bonjour. Moi, j'ai été pendant plusieurs années chercheur en environnement. Je ne le suis plus. Je m'occupe de l'éducation. La question sur l'éducation, je n'y répondrai pas, peut-être. Mais j'ai toujours été curieux, parce qu'il me semble qu'il y a un argument économique de se sortir des combustibles fossiles. Il y a des déficits commerciaux énormes que chacune des provinces subissent. Bien sûr, si on a une analyse canadienne, ben, il y a des gains à gauche, puis il y a des pertes à droite, mais d'un point de vue provincial, et à travers les provinces, il y a un gain économique important de ne plus avoir à acheter du pétrole. Il y a un gain pour chacun des citoyens de ne plus avoir à acheter de l'essence et autres. Comment se fait-il que cet argument économique n'est pas fait dans l'espace public? Parce qu'une part de l'influence, ça vient des citoyens, et on ne l'entend pas. Comme il me semble, on devrait l'entendre. Est-ce que l'argument ne tient pas? Alain va peut-être dire il ne tient pas, et ce sera la réponse de 5 secondes. J'aurais tendance à vous poser la question, Karine, parce que vous travaillez dans les médias, on est dans l'espace public. Est-ce que vous avez une réponse? Moi, je trouve que cet argument-là n'est pas suffisamment expliqué, puis ça rejoint ce que je disais au départ, c'est-à-dire que quand il faut que les scientifiques trouvent les moyens, puis monsieur
Alain l'explique bien, là, les impacts positifs, ben, les économies qu'on peut faire à lutter contre les changements climatiques, moi, je trouve qu'ils ne sont pas assez mises de l'avant. Est-ce qu'ils ne sont pas assez documentés? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'on ne les entend pas beaucoup comparativement au contre-discours là, que des politiciens vont tenir. C'est-à-dire, on retarde la cible parce que là, il faut s'occuper de l'économie. Les gens sont plus capables de payer leur épicerie. Tu sais, on l'entend beaucoup, là. Mais on n'entend pas la réponse, l'autre côté de la médaille. Je t'ai cru entendre dire qu'on le disait souvent, là, mais c'est clair que ça passe pas assez souvent peut-être encore, mais si on prend le cas du Québec, il n'y a aucun doute que globalement, on gagne dans cette transition parce qu'on remplace ce 14-15 milliards d'importation d'énergie fossile qui vient en grande partie de l'Ouest canadien, transite en partie aux États-Unis, mais globalement, le Québec n'en fait pas, et donc on a avantage à remplacer l'ensemble de ces biens de consommation par un ensemble d'énergie produite localement avec les communautés locales par des gains en matière d'efficacité énergétique. Il n'y a aucun doute. Ça fait partie de ce qu'on a dit dans le dernier avis, chapitre 1, l'ensemble des gains. Il y a le coût de l'inaction aussi. Le coût de l'inaction qui est absolument énorme. Claire a publié un rapport là-dessus en 2007-2008. Oui, mais quand ça rentre dans la machine politique, on pourrait parler du troisième lien. Ça, faut pas ouvrir cette porte-là parce qu'on sortira pas d'ici. On va pas s'en sortir. Ce que je dis, on va pas s'en sortir. Ce que je dis, c'est que quand on veut des votes, on va du côté où on pense qu'on va avoir des votes. Alors souvent, c'est ça qui mène aussi. On revient aux ingénieurs du chaos. Mais sur le rationnel économique, bien sûr, doit et peut être va. un leader à l'échelle canadienne, nord-américaine, parce qu'il a le plus à gagner. Et je suis convaincu qu'il va le devenir. Absolument. Et que le Canada fait fausse route en accélérant sa production pétrolière, puisqu'on va s'en sortir à l'échelle mondiale et qui vont être pris avec des pipelines qui vont être vides parce que les gens n'en consommeront pas. Et j'espère que ça va se passer plus tôt que plus tard et ils seront prêts avec la facture. On a une question ici également. Liette Vasseur, québécoise maintenant. Puis on va juste prendre, je pense que ça va être la dernière question. Juste s'il y en a d'autres, ça va être... Prends les deux, puis on va répondre aux deux, comme ça. Je pense qu'on doit se terminer parce qu'il y a des personnes qui ont des enjeux de temps. On va juste aller vite. Allez-y. Une réponse. OK. Liette Vasseur, québécoise, mais à l'Université de Brock en Ontario et titulaire de la chaire en viabilité des communautés de l'UNESCO. Et il y a des choses qui me chicotent, c'est qu'on a quand même fait beaucoup de rapports pour la transition énergétique qui sont aux gouvernements fédéraux, au fédéral, autant au niveau de, surtout Ressources naturelles Canada, entre autres, et tout ça. Il semble que ça reste des tablettes, puis finalement, on ne bouge pas beaucoup. Et à un moment donné, je sais, travaillant beaucoup avec Environnement et Changement climatique Canada, à un moment donné aussi, c'est pas seulement au niveau politique. Il faut parler aussi des fonctionnaires. Puis comment ça aussi, ça devient des fois des barrières ou des chasses gardées. On ne veut pas trop avoir l'aspect scientifique ou de qu'est-ce qu'on peut leur donner. Et ça m'est arrivé une couple de fois, surtout avec la COP15, entre autres. Mais une chose qui m'inquiète, au fond, c'est de voir... On parle beaucoup de transition énergétique au niveau surtout de l'atténuation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore la partie adaptation, parce qu'on ne peut pas ne pas l'oublier. Et ça, je trouve qu'on manque encore beaucoup. Et c'est là où on peut aller chercher les jeunes. Parce que les jeunes, c'est eux autres qui vont être les leaders de demain. Puis il ne faut pas oublier qu'en ce moment, c'est eux autres qui souffrent le plus d'éco-anxiété et d'autres choses. Que si on ne leur donne pas des solutions, puis on ne leur donne pas l'aspect positif, on ne va pas plus loin, finalement. Donc, je pense qu'il y a ça aussi à penser. Il y a plusieurs qui ne veulent plus conduire d'auto, entre autres, parce qu'ils ont réalisé que non, je ne veux pas faire partie du problème. Donc, je ne sais pas comment on peut régler ces choses-là aussi, d'aller plus loin à ce niveau-là. Une autre question? Oui, bonjour. Julie Lafortune, je suis du Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes qui est rattaché à l'Université du Québec en Outaouais.
Je me sens très interpellée par vos propos. Nous, on agit comme conseil scientifique au municipal, donc c'est plein de questionnements et d'enjeux qu'on a, mais à un autre niveau. Dans différents colloques auxquels j'ai participé hier puis aujourd'hui, il y avait cette idée d'interface sciences politiques où il y a cette dynamique de dialogue et de co-construction entre les scientifiques, le municipal, la participation citoyenne, mais tout ça dans un objectif de bien commun. Et ce que je me demande, moi, c'est à quel point ou comment est-ce qu'on peut mieux travailler sur cette idée justement de bien commun et de remettre de l'avant non pas juste les enjeux au niveau environnemental ou le contre-discours, le contre-argumentaire économique, mais cette idée de projet de société et cet arrimage entre environnement, bien-être des collectivités et économie. Comment est-ce qu'à travers ce rôle de conseil scientifique, on peut essayer de jouer un rôle plus actif dans cette interface à trois, en fait, et dans le fait que ça vient s'inscrire aussi dans des croyances, dans des valeurs qu'on porte en tant qu'individu, qu'en tant que citoyen, qu'en tant que professionnel, qu'en tant que politicien. Donc, est-ce que vous voyez des voies de passage pour pouvoir se mobiliser ou mettre nos expertises en commun dans cette optique-là, en fait? Une question sur la chaise gardée des fonctionnaires et la jeunesse. Puis oui, mais Steven, pour pouvoir en parler aussi de sa perspective, je dirais deux choses. Puis je pense que ça vise les deux interventions aussi. Je vais commencer par l'adaptation. L'évolution, la lutte au changement climatique, il y a eu toute une dynamique internationale pendant des années. C'est pas juste au Canada ou au Québec, là. À l'échelle internationale, pendant des années, tout le discours était axé sur la réduction des GES, pas sur l'adaptation au changement climatique. Quand on a élaboré le plan d'économie verte, donc, qui est la politique cadre en changement climatique pour la décennie, au début, les autorités me disaient l'adaptation au changement climatique, Éric, 2-3 paragraphes, ça va être assez. Je dis non, ne comprenez pas, l'essence, c'est très important. Et si on remarque, les crédits dans le plan de mise en œuvre, les crédits alloués à l'adaptation au changement climatique ont grandement évolué par rapport au premier plan de mise en œuvre. Il y a une évolution substantielle à cet égard. Sur la deuxième intervention, je reprendrai les propos de Rémi Quirillon dans son bouquin d'entretien. Il y a une place à utiliser et à occuper pour les scientifiques dans l'ensemble des processus de consultation publique. Mais c'est vrai que les scientifiques, c'est un réflexe humain normal, là. On est à la recherche d'une chaire, on est dans nos programmes, nos publications, etc. Donc, il y a un effort de sortir de son monde usuel et universitaire ou collégial, puis d'aller vers de participer, d'être plus impliqué en termes de prise de parole publique. Donc, il y a aussi là un champ à occuper qui pourrait changer la donne. Et en ce sens-là, ça peut aussi aider à convaincre les fonctionnaires qui pourraient être autrement perçus comme un frein à certaines propositions. Moi, j'ai passé 25 ans sur un bateau à prendre, vous, les scientifiques, et les mettre dans des histoires que je racontais pour le grand public. J'ai été critiqué, parce que souvent on disait « Ah, tu tournes les coins ronds un petit peu », mais c'était voulu, dans le sens où je voulais raconter des histoires, prendre votre science, puis aller vraiment à la rencontre des citoyens. Tu vois. Et je pense que c'est beaucoup une question de communication. Et je vous comprends quand vous ne voulez pas, vous êtes un peu strict sur les règles, sur ce que vous avez trouvé, mais ça prendrait plus de recherche pour aller plus loin. Ça, c'est toujours votre dernier paragraphe, c'est correct. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, il faut, à un moment donné, être en mesure de communiquer votre savoir. C'est vraiment à la base. Et on revient un petit peu à, tu sais, si vous rencontrez un ministre, dites-vous que lui, il va avoir 10 minutes, puis il faut être capable de raconter une histoire. Une histoire qui va finir par le bien commun. Et non pas toujours être dans les changements climatiques, adaptation.
être capable de... Puis c'est pour ça que moi, je me tourne en ce moment vers la nature beaucoup, parce qu'on est capable d'intégrer dans des concepts qui sont vraiment sur le bien commun. Moi, je pense que la nature, et ça, Steven l'avait très bien fait, c'est une partie de notre identité. On fait partie de cette nature-là. Et plus on va être capable de vendre ça, plus on va être capable de motiver également les gens. Mais pour ça, on a besoin d'une communication science qui est vraiment adaptée au public. Mais je pense que... Oui, je ne sais pas s'il y a un mot de fin. D'accord avec Jean. Moi, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Puis je pense que ça résume beaucoup de choses qu'on se dit. La communication est très, très importante. Puis je pense que dans les discussions qu'on a eues, la discussion qu'on a eue, je pense qu'on peut bien le comprendre. Je retiens beaucoup les propos d'Éric aussi sur les conseils, être précis, avoir une solution. Je pense aussi qu'il y a des partenariats qui peuvent être faits avec les médias pour mieux comprendre, pour mieux vulgariser la science. Puis je pense qu'on a tous hâte à aller dans le couloir prendre un verre. Donc je vais terminer là. Je vais juste faire un petit mot. Tu sais, on travaille beaucoup à l'international. On rencontre donc toujours des gens qui représentent des positions, évidemment, d'un gouvernement. Souvent, c'est des sous-ministres ou des bons... Et moi, j'ai vécu, dans les questions arctiques, le passage de deux administrations américaines complètement différentes et le même serviteur d'État, puis là, je ne parle pas de Eric, mais le représentant américain, avait changé complètement le discours en public. Et dans les corridors, il me disait, ben moi, je suis un serviteur de l'État, il faut que je suive maintenant les lignes qui viennent d'en haut. Puis ça, tu l'as vécu, Eric. Je vais reprendre 30 secondes parce que l'histoire était trop bonne. Mais... On ne va jamais partir. On ne va jamais partir. Quand sous le Parti québécois, j'étais sous-ministre adjoint aux relations internationales à l'époque, chargé notamment de la francophonie. Et on me dit, Éric, développe un argumentaire, pourquoi ça ne doit pas être Michaël Jean? Alors, je fais tout l'argumentaire, il y a une élection, il y a un nouveau gouvernement, et on me dit, on ne fait pas de briefing et tout, on reçoit la commande, Éric, on est derrière Michaël Jean, fais un briefing. Alors là, j'ai fait un one-pager, et c'est avec ce one-pager-là que Michaël Jean a fait toute sa campagne, puis qu'elle a été désignée. Je ne pensais pas qu'on allait finir sur Michaël Jean, mais on va arrêter là. On va arrêter là. Temporel. On se poursuivra dans le corridor. Merci beaucoup. Merci. Et donc, personne n'a répondu à ma question en passant. Hein?